Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori. Et bienvenue à tous les auditeurs de la fréquence visible à ce nouveau numéro d'interaction. La culture congolaise et africaine morte ou en voie de disparition. C'est la question que nous nous posons, mais quels sont les signes, surtout majeurs, de la dégénérescence de la culture africaine? Guillaume Manjolo va essayer de répondre à ces différentes questions, mais à son niveau, il a, lui, relevé 3 facteurs. La solidarité, la mendicité et la flatterie, qui constituent, d'après Guillaume Manjolo, des facteurs majeurs de dégénérescence et d'assassinat, s'il faut que je le dise ainsi, de la culture africaine et congolaise dans l'ensemble. Auditeurs de la fréquence visible, encore une fois, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'interaction qui constitue un énième numéro de conférences, des différentes conférences que nous tenons avec Guillaume Manjolo dans nos installations de Radio 50. Bonjour et bienvenue à vous, Guillaume Manjolo. Bonjour, merci. Alors, maître, pourquoi avoir relevé 3 facteurs majeurs, en tout cas, dans ce que vous appelez la dégénérescence de la culture africaine? Certaines personnes d'ailleurs disent que la culture congolaise et africaine sont en train de disparaître à petit feu. Et vous appelez ça dégénérescence. Commencez par nous dire le constat que vous avez fait et pourquoi avoir choisi ces 3 facteurs. Merci beaucoup, Jérémy. Il me semble que dans mon texte Ma Nation, j'avais parlé de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance. Et ça, c'était par rapport aux institutions et à la structuration des institutions, à la perspective qu'on pouvait donner à ces institutions. D'ailleurs, j'y reviendrai là-dessus, comme un peu John Rawls avec Justice comme équité. J'y reviendrai pour pouvoir y incorporer peut-être, sûrement, l'aspect majeur de d'où nous venons exactement, c'est-à-dire 1885 qui est le point de départ et non 1960. Donc ça, c'est dans les cas de Ma Nation. Et parallèlement à cela, j'ai travaillé sur les instincts, sur ce que nous sommes, sur ce que Modimba appelle l'archéologie, pour essayer d'avoir une belle lecture de ce que nous sommes avant de proposer des médications éventuelles. Ce que nous avons été, ce que nous sommes devenus, les dépérissements, en fait, cette dégénérescence permanente, où nous sortons des situations très nobles, sociales, et nous dégénérons au fur et à mesure, surtout lorsqu'on arrive dans les grandes cités, dans les grandes métropoles, notamment Kinshasa, et la Mecque de la chute des valeurs. Et alors, je pense pouvoir commencer avec 2 paragraphes d'une lettre d'Erasme adressée à Thomas Morus, ou Thomas More si vous voulez, parce que c'était une appellation plutôt en latin. Et je me suis approprié ça, puisque c'est dans les prochains textes, qui finalement a changé de titre. Il n'est plus la basse extraction, c'est devenu la révolte métaphysique d'un jeune Congolais. Et en bas, donc deuxième sous-titre, c'est dialogue et ajustement raisonnable. Donc finalement, les ajustements raisonnables vont voir au jour, au sens réel du terme, de la production de l'intelligence dans ces cadres-là. Ça sera votre 4e publication. Ça sera la 4e publication officielle, tout ça, puisque les autres sont d'ordre scientifique dans les revues, notamment ce que j'ai produit encore à l'université de Saint-Louis à Bruxelles. Donc ça, je comptabilise pas, mais c'est réservé au monde universitaire, où j'avais travaillé sur l'islam et les droits humains, sur la sociologie dans l'espace austral, notamment dans les KwaZulu-Natal,
en ce qui concerne la gestion de la virginité et du sida. J'ai fait un certain nombre de textes par rapport à la situation de la plupart des entités africaines. Mais ici, en ce qui concerne les textes réellement qui sont édités, publiés et qui sont mis sur le marché, ce sera le 4e texte. Et je vais bénéficier de la préface du professeur Kamana. Ok. D'accord. Donc avec lesquels pour l'instant je suis en parfaite harmonie, on discute et puis des choses et d'autres. Alors, Erasme nous dit dans cette correspondance du 9 juin 1508, c'est dire si les autres ont la chance d'avoir leurs archives, d'avoir les textes auxquels ils peuvent se référer. Et je prends ça à mon compte et j'ai incorporé ça dans la révolte métaphysique. Critiquer les mœurs des hommes sans attaquer personne nominativement, est-ce vraiment mordre? N'est-ce pas plutôt instruire et conseiller? Au reste, ne fais-je pas sans cesse ma propre critique? Parce que quand je critique les autres, donc je me critique moi-même, je me regarde moi-même. Est-ce que les ajustements que je reproche aux autres, ne suis-je pas aussi quelque part coupable des mêmes ajustements? C'est la question qui se pose et ça me semble tout à fait juste. Une satire qui n'accepte aucun genre de vie ne s'en prend à nul homme en particulier, mais aux vices de tous. Et aujourd'hui, il s'agit des vices énormes. Et ces vices qu'il faut relever aujourd'hui, qui sont la perdition, la dégénérescence totale de notre société, sont devenus une nature quasiment. Nous sommes passés des vices qu'on peut déceler à un comportement social basique, naturel, admis en tant que tel. Et si quelqu'un se lève et crie qu'on l'a blessé, c'est donc qu'il se reconnaît coupable ou tout au moins s'avoue inquiet. Donc ceux des amis, des auditeurs qui vont devoir intervenir, s'ils disent qu'ils se sentent touchés, donc quelque part, ils se reconnaissent dans ce comportement-là, ils n'acceptent pas la médication qu'on tente de proposer ici. Dans ce genre, il y a Saint Jérôme, s'est montré plus libre et plus âpre. Et parfois sans épargner les noms. Bon, il y a des gens qui disent avec les noms. Bon, vous savez, nous on ne dit pas les noms, c'est pas recommandé. Ça ne fait pas partie de ma méthodologie. Il ne faut pas citer les noms, on doit rester dans l'anonymat. Oui, voilà, exactement. Je me suis abstenu pour ma part d'en prononcer un seul, et j'ai tellement modéré mon style que le lecteur intelligent verra sans peine que j'ai cherché à amuser, nullement à déchirer. Je n'ai pas comme Juvénal remué les égouts des vices cachés. Je n'ai pas catalogué les hontes, mais les ridicules. Nous sommes dans les ridicules. Alors ça sera une belle considération inactuelle. C'est pas pamphlétaire, c'est juste la vérité. Nous sommes dans les ridicules. Nous sommes dans les ridicules. Et quels sont ces ridicules? Les ridicules sont à la fois la conception de la solidarité et la conception de la mendicité et la conception de la flatterie. Mais quand vous vous attaquez à la solidarité, c'est comme si vous êtes en train de vous attaquer directement à ce qui fait d'ailleurs l'être bantou, l'Africain, parce que on nous reconnaît cette qualité solidaire. Oui, mais c'est ça, au fait, la fausseté de l'information. Quid, c'est quoi la solidarité? Alors, je vais vous lire, puisqu'il y a des gens qui doivent être en train de prendre note, donc vous pouvez vous référer à vos dictionnaires. Ok. Solidarité non féminin, dépendance mutuelle entre des personnes liées par des intérêts communs, esprit des corps. Sentiment qui pousse les hommes à s'accorder une aide mutuelle. Donc il y a ces caractères synalagmatiques, c'est-à-dire en droit que j'ai fait un mouvement vers toi, mais j'espère que tu vas faire le même mouvement vers moi. Nous sommes solidaires par rapport à une cause commune. C'est-à-dire nous sommes dans un village bantou quelque part et qu'on estime que cette rivière qui est en train de déborder pourra envahir nos champs. Alors solidairement, nous nous liguons pour aller essayer de barricader de sorte à empêcher que la rivière puisse rentrer dans nos champs. De la même façon que quelqu'un qui est frappé par la foudre, on va construire ensemble sa maison parce qu'il fera la même chose si nous sommes frappés par la même situation. Okay. C'est ça la solidarité.
De sorte que dans tous les villages, il y a chez nous, dans l'archéologie bantoue et congolaise, pour rappeler toujours Mudimbe, chaque entité, chaque personne a un métier, a une activité. Les bardes, donc ceux qui chantent et tout ça, les griots, qu'on appelle intellectuels, c'est un métier aussi, d'encenser les gens, mais ils encensent les gens en fonction de ce qu'ils font réellement. Dire voilà, tel c'est le meilleur menuisier, tel autre est le meilleur pêcheur, hier nous a amené un très gros poisson, tel autre est le meilleur chasseur, chaque fois qu'il part en chasse il revient avec quelque chose, ainsi de suite et tout ça. Mais il ne fait pas des commentaires dans le vide. À la limite, il peut faire des commentaires ou argumenter. Ce n'est pas une flatterie, c'est une disposition d'expliquer quel est le métier de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait et comment est-il meilleur par rapport aux autres, simplement. Ils chantent l'histoire, ils traduisent les événements dans le chant. Oui. Faute d'écriture notamment. Ok. Ce qui fait que la personne qui chante vous dit ce qui se passe dans le village. C'est une sorte, au fait, cette poésie est liée à l'absence de l'écriture. C'est une sorte de journaliste qui vous dit ce qui se passe dans la journée ou dans la semaine, dans son entité, dans son hameau. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tel a fait ça aujourd'hui. Tel se marie avec tel autre demain. Ainsi de suite et tout ça. Donc, la fille de tel a trouvé mari dans la famille de tel. Ainsi de suite. Donc, ce sont des choses qu'on révèle par rapport à une situation précise. Mais c'est pas une flatterie au sens où on attend, puisqu'ils sont payés. De toute façon, ils sont payés, c'est un métier. C'est le métier des bardes, c'est le métier des griots. Donc, il est payé par rapport à ça. Mais ça fait pas de lui un mendiant. Or, aujourd'hui, dans la cité urbaine, c'est la mendicité. Bon, donc, la solidarité, vous voyez tout de suite que la solidarité n'a rien à voir. On peut comparer le griot d'hier, en Afrique, au troubadour de la féodalité. Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est quasiment la même chose. Il fait son métier par rapport à rapporter une situation, à parler d'une situation, parce que jusqu'à ce que l'écriture puisse passer dans les journaux, que les feuilles soient distribuées, qu'on ne puisse plus parler comme on le faisait à l'époque. Voilà. Donc, c'est-à-dire les remplacements de lecture, l'accès à la connaissance, à la lecture, parce que l'occidental aussi a pris du temps avant d'accéder à la connaissance à l'écriture. Bien sûr, bien sûr. Donc, les peu de gens qui avaient cette instruction-là pouvaient faire passer l'instruction, ces messages-là, notamment par les bardes, notamment par les troubadours, ainsi de suite. Tout ça. Donc, voilà. Et même si troubadour, c'est plutôt d'origine arabe. Donc, voilà, c'est un peu ça. Bon, maintenant, pour revenir, donc la solidarité déjà, on pulvérise l'idée de cette fameuse solidarité qui consiste à pouvoir être dans un sens unique. C'est synalagmatique, c'est de l'autre, dans les deux sens. La société vous accorde ce que vous lui accordez. On mutualise nos efforts. C'est la mutualisation des efforts par rapport à un intérêt commun. Voilà. C'est votre intérêt, c'est mon intérêt. Mais le fait que je vous donne de l'argent, je ne suis pas solidaire à vous, c'est de la mendicité. Vous mendiez et je vous donne. C'est pas la solidarité. Le fait qu'un enfant habite chez ses parents toute sa vie, c'est pas la solidarité. C'est un parasite. Ça s'appelle parasite. Voyez-vous? Et ce qui est intéressant ici, c'est que la démarche que j'ai faite, c'est notamment d'incorporer dans une correspondance très longue où Wabi, donc le personnage du prochain texte, la révolte métaphysique d'un jeune Congolais, et je vous fais la lecture en avant-première parce que c'est bon. C'est pas une exclusivité. Oui, c'est vraiment j'ai souffert avant de pouvoir me décider pour pouvoir le faire, mais je le ferai quand même. Et donc on a déjà là la division de la solidarité. Venons-en à la mendicité. Mais d'abord une question par rapport à la solidarité. Oui. On peut parler quand même de l'assistance quand une personne qui se trouve dans une situation d'acquis ou d'avoir de suffisance va aider ou apporter son assistance à des personnes nécessiteuses. Oui, ça peut s'entendre de cette façon-là quand c'est ponctuel. Mais quand c'est permanent, ça devient une profession. Vous avez des gens, des hommes valides, comme j'ai dit, et des femmes valides, qui sont incapables de faire quoi que ce soit de leurs 10 doigts, qui n'attendent que recevoir des autres. C'est-à-dire qu'ils profitent de l'industrie d'autrui. Et ils vous culpabilisent même de ne pas pouvoir donner. Ok.
Mais eux-mêmes, c'est-à-dire, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il ne fait rien, il mendie. Et il mendie, il vous culpabilise de ne pas pouvoir lui donner parce que vous avez. Il vous oblige à donner parce que vous avez. Et les regards sociaux est devenu celui-là. C'est-à-dire, toute la société vous regarde parce que vous avez et que vous ne donnez pas. Ok. Donc, vous êtes dans une obligation de vous soumettre à cette autorité de la mendicité qu'on transforme en solidarité. Ce n'est pas la solidarité, c'est la mendicité. Elle est maintenant violente. On vous oblige à vous soumettre à cette mendicité en vous faisant croire que ça participe à la solidarité. Ça n'est pas la solidarité. Et puisque vous en parlez, vous citez la mendicité tout le temps en parlant de la solidarité, venons-en à la mendicité. C'est quoi? La mendicité, on nous dit, les mendiants, personne qui mendie, les 4 mendiants ou mendiants, les serfs composés des 4, tout ça, bon, bref, mendier, mendicité, action des mendiers, condition de celui qui mendie, être réduit à la mendicité. Demander l'aumône, la charité, demander comme une aumône, mendier sa nourriture, solliciter humblement ou avec insistance. Donc vous sollicitez sans cesse et la RDC se trouve, la RDC pas en général, je veux dire les grandes villes, et Kinshasa numéro 1, se trouve dans une mendicité agressive, dans une mendicité culpabilisante. On vous culpabilise de ne pas donner. C'est-à-dire, celui qui vient vous demander vous oblige à lui donner, sinon il vous fait la propagande qu'il ne donne pas. Celui-là ne donne pas. Et les celui-là ne donnent pas est incorporé au mépris de la solidarité sociale. Or, il n'y a pas de solidarité dans ces cadres-là. Il y a simplement à répondre à une sorte de salafisme de la mendicité. C'est-à-dire que les gens s'installent dans une sorte de djihad de la mendicité. Ils vous imposent de vous soumettre à leur autorité. Les fruits de votre travail doivent être mobilisés pour mettre à leur disposition qui consomment. Et ils en font un métier. Chaque matin, ils sortent. Quand ils ne demandent pas à Jérémy, il sait que bon, aujourd'hui, il demande à Jérémy, demain, il demandera à Manjolo. Ainsi. Donc, il a comme ça listé un certain nombre de personnes vers lesquelles il doit s'adresser chaque jour, de sorte à se nourrir lui-même, éventuellement à nourrir sa famille. Et les discussions tournent autour de qui a donné, qui ne donne pas. Voilà. Et en ce moment-là, on vous fait une sorte de propagande permanente et vous êtes mal à l'aise parce que toute la société vous regarde et dit mais celui-là, il donne pas. Vous êtes stéréotypé, vous êtes montré du doigt, vous êtes ciblé, vous êtes maintenant l'objectif de toute une communauté qui dit ah ben voilà, c'est celui-là. La cible, cette personne qui ne donne pas, cette personne qui ne connaît pas la solidarité. Or, ce n'est pas la solidarité. Parce que cette démarche n'est pas mutualisée. Cette démarche ne participe pas à un compromis social. Parce que la personne, en réalité, la personne qui donne ne reçoit, ne bénéficie en rien de son acte de donner. Et puis la mendicité, au sens premier du terme, avait été convenue par la société, qu'importe la société, quelle collectivité que ce soit, sur le fait que ceux qui ne pouvaient pas s'émouvoir, les gens vivant avec un handicap, les gens dans des dispositions particulières à tout ça, qui ne pouvaient pas aller travailler. Et d'ailleurs, dans tous les villages, on voit ça, les gens au retour des champs ou de la chasse, il y a un petit morceau pour celui-là parce qu'il n'est pas en mesure de pouvoir se déplacer et faire le moindre office pour se nourrir. Donc, c'est pas une personne valide. D'où, dès le départ, j'ai parlé des hommes valides, des femmes valides par rapport à ceux qui ne sont pas valides. Donc, celui qui a toutes les capacités requises, les bonnes dispositions anatomiques, physiologiques pour pouvoir s'émouvoir, faire un travail. Mais qui ne veut rien faire du tout parce qu'il a trouvé un terreau très fertile, c'est lui du chantage lié à la mendicité qui veut faire croire que c'est la solidarité. Et une société est organisée de cette façon-là, sans cesse. Et c'est là la grande plaie de notre société et la société congolaise, et maintenant, et surtout quinoise, j'insiste, parce que c'est un caractère urbain. Beaucoup plus observé dans les grandes villes telles que Kinshasa. Puisqu'on est très mal à l'aise dans un village quand on ne fait rien. J'ai fait l'expérience de me rendre chez moi plusieurs fois, au fin fond, à Kalumbu, j'ai fait Misako, Kalumbu, Mbumba, Blumpong, et ainsi de suite. Quand j'arrive, mais chaque maison, on vous dira, tel est forgeron, tel est ceci, tel... Donc, chacun a un métier, et chacun vit de son métier.
Il n'y a pas métier des mendiants. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui, avec toute la validité de son corps, avec ce caractère valide, pourrait se permettre de dire, moi je me lève au matin, je m'assieds, et j'attends que ceux qui sont partis au champ me ramènent à manger. Et sinon, je leur montre du doigt qu'ils ne sont pas solidaires. Ça n'existait pas. Ce sont des pratiques avilissantes pour la race humaine. Quelqu'un... Si je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, la mendicité serait l'œuvre des paresseux. Et paresseux, c'est même pas assez parce qu'ils ont cette force du corps pour pouvoir se lever et aller chercher. Vous savez, ils se lèvent au matin, ils s'habillent proprement, ils montent dans les transports en commun, ou même ils louent les taxis, puisqu'il y a des professionnels qui ont même des véhicules. Et ils vous demandent du carburant. Il a un véhicule, mais il demande du carburant. Donc il a toutes les capacités de pouvoir... Donc c'est devenu un métier, c'est pas la paresse. C'est le refus de pouvoir exercer un métier autre qui ait une valeur pour la participation à la société. Lui se détache de cette participation à la société puisque la société lui accorde les bénéfices de la fausse solidarité et sur ces fondements-là, il organise son office. Il part du principe que de toute façon, on dira qu'il ne donne pas et par conséquent, puisque ça va les culpabiliser, je suis obligé d'aller le voir. C'est pour ça que vous avez comme ça en famille des gens qui sont devenus carrément les assistants sociaux. C'est-à-dire que il est là, il est mutuel, assistant social, il y a tout ça, c'est lui. Et avec à la clé, les plus grands problèmes, la sorcellerie. C'est-à-dire, il suffit que tu ne donnes pas, ok, il est mort. Ça, c'est le socle. Alors, c'est-à-dire, quand tu as un peu de moyens dans la famille, tout ce qui trépasse est à ton crédit. Ah oui. C'est toi. Et par conséquent, les chantages encore plus puissants. On t'a fait chanter encore. Donc, les maîtres chanteurs s'organisent autour de ça. À un deuil, vous arrivez, et le plus méritant, c'est lui qui a travaillé, qui a gagné sa vie et tout ça, devient la source du problème. Comment ça se fait qu'il l'a? Pour autant, tout le monde profite. Mais comment ça se fait qu'il a? S'il a, parce que il profite de nos vies, il prend nos enfants, il les livre à la sorcellerie pour pouvoir avoir des moyens. Et par conséquent, il nous les doit. Voyez-vous, vous avez des formules comme ça, tout à fait baroques, qui participent à cette culture de la honte. Nous sommes profondément dans cette culture de la honte qui n'a strictement rien à voir, je rappelle Mudimbe, avec l'archéologie de ce que nous sommes. Parce qu'il suffit de regarder dans votre rétroviseur, voir ce qui se passe au fin fond de la RDC, dans les vrais Congos, les Congos de nos anciens, de nos sources. Ce n'est pas comme ça. C'est l'âme urbanisée qui est complètement polluée, qui est dévergondée, qui n'a plus rien à voir avec la réalité de ce que nous sommes. Et qui à naît... vous entendre parler, Guillaume Mongeol, vous êtes en train d'accuser autrement la culture occidentale ou la culture étrangère. Mais vous savez, ce n'est pas la culture étrangère non plus. Il m'en souvient pendant très longtemps, les vagabondages étaient un délit. Aussi bien en France qu'en Belgique. Dans les années 80, 70-80, en Belgique, vous ne pouvez pas circuler sans avoir un métier. C'est-à-dire qu'on vous pose la question, vous faites quoi? Et vous avez des étalages de produits, vous avez des magasins, tout ça, vous pouvez être tenté parce que tout le monde est tenté d'une manière ou d'une autre. Vous n'avez même pas un sou sur vous. Et d'ailleurs, au contrôle de la police, on devait vérifier si vous avez un peu d'argent sur vous. C'était une obligation d'avoir un peu d'argent sur soi parce que on est tenté de pouvoir aller voler ou casser. Ah non, j'ai pas de métier. Mais vous n'avez rien à faire. On vous enfermait en fait. Vous étiez en train de faire du vagabondage, vous n'avez pas de métier. De la même façon que pendant très longtemps, il m'en souvient encore, dans les années 70, ne pouvait venir à Kinshasa que pour les vacances avec un billet d'accès à Kinshasa. Ici, en RDC, ne pouvait circuler dans la rue que celui qui avait un métier. Mais vous avez comme ça pléthore de gens, des millions de gens dans la rue, sans métier. Et leur métier est devenu la mendicité naturelle. Je ne parle pas des gens qui sont handicapés, ou avec mobilité réduite et tout ça, ou vivant avec handicap, qui sont sur le boulevard et autres. Il ne s'agit pas de ça. Et d'ailleurs, même là-dessus, on peut vérifier certains éléments. Vous trouvez quelqu'un, un garçon ou une fille de 20 ans, de 18 ans, qui traîne son père sur une chaise ou sa mère, tout ça, qui est aveugle ou quoi que ce soit, ou qui est handicapé, sur le boulevard. Mais diantre, pourquoi est-ce que cette personne ne peut pas aller travailler pour gagner et donner à son père au lieu d'être mendiant? Parce que lui, au moins, est valide. Par respect, par dignité des soi,
On peut faire un travail pour nourrir sa famille, son père qui est handicapé, plutôt que de les traîner toute la journée sur le boulevard pour quérir la pitance. Ce n'est pas acceptable. Et toutes ces choses-là, on doit le dire, mais malheureusement, on ne les dit pas. On ne le dit pas parce que on est frappé par cette djihad. C'est djihad plutôt, c'est un djihad. Par cette djihad de, si tu dis ça, tu ne connais pas la solidarité. Mais ce n'est pas la solidarité, c'est pas l'explication de la solidarité. C'est la mendicité. C'est la mendicité. C'est une sorte de terrorisme mental. Mais c'est un terrorisme, c'est-à-dire qu'on vous oblige. On vous oblige. Et alors là-dessus, il y a maintenant un paramètre important de la mendicité pour pouvoir donner corps à la mendicité, pour ce que les grands professionnels atteignent un niveau tellement supérieur qui jouent dans la Liga. Voyez-vous, ce n'est plus n'importe quoi et tout ça. Alors ils y accolent maintenant la flatterie. Okay. On ne peut plus mendier avec un seul paramètre, qui est celui d'obliger l'autre à donner. On y ajoute aussi la flatterie. De sorte que la terminologie excellence est devenue une terminologie très particulière. Tout le monde excellence, quelque part. Et alors ça, comme dans L'homme et la structure, j'y avais incorporé. Je vous fais une petite lecture par rapport à ça, comme ça, puisque ça c'est déjà disponible pour ceux qui veulent lire, avoir peu plus, une approche un peu plus élaborée de ces choses-là. J'ai dit ceci, à la page 52. Les processus démocratiques engagés en RDC depuis les tractations pré-transitionnelles aux élections de 2006 ne répondent pas au principe du temps et de l'industrie. Les temps et l'industrie, c'est cette démarche-là qui consiste à pouvoir apprendre quelque chose, la connaître, la maîtriser et produire pour la société, produire pour soi. C'est ça l'état et l'industrie. Dixit Oswald Spengler, un éminent écrivain allemand. La nouvelle aristocratie des parvenus évoqués, qui par les truchements de ce processus a investi autant l'appareil de l'État dans toute sa complexité que le secteur privé, est la gangrène de la société congolaise. Cette nouvelle aristocratie des parvenus sointe la malfaisance sur l'argent liquide, la luxure et la bêtise dans toute sa latitude. À la compilation de ces éléments, il faut ajouter la quête effrénée de la reconnaissance. Ainsi, le mot excellence est servi à volonté. Pour la bonne satisfaction de cette nouvelle classe sociale, à Kinshasa plus qu'ailleurs, ce culte de la personnalité s'est transformé en religion de la fatuité. Mais la RDC, et singulièrement Kinshasa, étant la Mecque de la mendicité et de l'ironie, l'excellence distribuée à l'envie prend une connotation tout aussi singulière. On est toujours à l'affût du mot excellence, de sorte que l'homme a tout faire dans quelques maisons de la capitale est l'excellence de la sentinelle. Celle-ci est l'excellence du cher Othman, ramasseur de poubelles. C'est dire l'ironie qui renferme ces mots aujourd'hui. La chaîne d'excellence étant proportionnelle à la fatuité, à l'insoutenable soif de la reconnaissance, la ville de Kinshasa coule sous cette étiquette, étriquée et personne ne s'en plaint. Voilà où est-ce qu'on est à Kinshasa avec la hauteur qu'a prise la flatterie. Donc, non seulement on est mendiant par effet du terrorisme, je dirais même intellectuel, mais on y accole maintenant l'autre paramètre ou l'autre corollaire qui est celui de la flatterie. Oui. Donc on a deux outils à sa disposition pour attaquer la journée. Ah là, on joue au corbeau et au renard. D'un côté, on joue au renard, c'est bien dit, et de l'autre côté, on menace sans cesse. Donc voilà dans quelle configuration on se trouve aujourd'hui en RDC dans ces cadres. Alors, lorsque le fils Wabi est en train de pouvoir réfléchir sur l'archéologie africaine, puisque là je fais référence à la fois à Mudimbe, donc c'est par rapport aux études des textes de Mudimbe, et parallèlement ça à Cheikh Anta Diop, qui nous dit... Ah, vous avez aussi, aujourd'hui vous faites quand même référence à Cheikh Anta Diop. Oui, bon, je travaille dessus depuis Nation Nègre, tout ça, bon, oui. et antériorité et tout, donc je travaille là-dessus. Et donc ce sont les matériaux de l'exercice que je suis en train de faire. Okay. Et dans la correspondance de Wabi à son père, quelque part, il dit plus sérieusement, Anta Diop a raison lorsqu'il place les curseurs sur la nécessaire investigation de notre histoire. Bien. Pourquoi je lance déjà ça comme ça? Parce que je pars du principe qu'on nous a menti
sur ce que nous sommes, ce qu'on aurait dû être, parce qu'on n'a pas suffisamment questionné notre archéologie pour savoir qui sommes-nous exactement. Ok. Donc, alors là, je dis, la nôtre d'histoire est sublime à bien d'égards, mais elle renferme plusieurs tares dont il faut se débarrasser. Ok. La première me paraît être la solidarité déviante, ou la déviation de la solidarité débordante, qui permet d'organiser une société des parasites. Il est de bonne politique de procéder aux épanchements les plus gluantes à la recherche de la compassion, au point que cette façon d'agir acquiert un naturel. Quémander, mendier, supplier, aduler, idolâtrer sont des actes culturels aujourd'hui dans les grandes villes. La retenue et l'élégance de la misère digne qui faisait la fierté du colosse subsaharien se sont évaporés. Nous n'étions pas mendiants, nous n'avons jamais été mendiants, ce qui faisait notre fierté, notre dignité. Ça s'est évaporé. Vivre par l'autre, à travers l'autre, derrière l'autre, y compris monnayer son humanité au point d'étorcher le postérieur de celui qui possède, au sens propre comme au sens figuré. Vous avez les gens qui vous cirent les pompes jusqu'à la bêtise. C'est ça. Et la décadence suprême. Nous sommes dans la dégénération suprême. Cette décadence n'est pas conjoncturelle, mais institutionnelle, dont on entretient la pérennité. Il est vrai que l'arrière-pays y échappe encore, parce qu'il est très mal vu dans nos villages qu'un fainéant vive de l'industrie d'autrui. Mais les âmes urbanisées célèbrent cette infamie, de sorte que la maison familiale est devenue les lieux de naissance pour soi, des formations, la maison familiale. Hein? On est dans la maison familiale, on est formé dans la maison familiale. Donc, lieu, je répète là-dessus, lieu de naissance pour soi, des formations, des procréations, et même des morts dans la plupart des cas, sur les fondements de cette fameuse solidarité ridicule. Donc, on est dans une maison. Les parents vous envoient à l'école. Vous terminez l'école. Vous épousez une femme ou enfin on épouse pour vous-même et tout ça, qui reste avec vous. Ou bien la fille, en sortant, fait un enfant à l'extérieur, ramène cet enfant-là parce qu'il n'y a pas de mari, dont l'enfant est élevé dans la famille, dans la maison familiale. Et jusqu'au jour où peut-être on peut mourir dans la maison familiale. Dans la maison familiale. Sur le fondement de cette fameuse solidarité ridicule. J'ai pris la mesure, ça c'est Wabi, de cette ridicule attitude, lorsque dans une discussion ou une négociation au terme de laquelle une issue financière est attendue, qu'un tiers non concerné s'arroge les droits d'exiger un droit de l'œil. Le fameux droit de l'œil. Quelqu'un qui n'a rien à voir dans une opération, vous êtes en train de discuter, il est là, oui, j'ai vu, hein, donnez-moi aussi. Ah bah, attendez, monsieur, vous n'avez rien à voir. Monsieur me vend sa voiture, j'ai l'argent pour acheter la voiture. Mais le fait que vous avez vu la transaction, ça fait de vous partie à cette convention. Non. Non, s'il vous plaît. Mais ça, c'est l'autre axe de la mendicité. Il y a toujours les gens qui vous collent à la peau, espérant que dans la journée, vous ferez une affaire comme ça, lui, sur le fondement de ces fameux droits de l'œil, il accédera à une possibilité financière. Vous imaginez? Ça participe à cette mendicité. Rappelez-nous d'abord la nationalité de Wabi. Wabi est congolais, c'est un jeune congolais. Vraiment. Ah, parce que ce qu'il est en train de dire, ce sont vraiment des réalités congolaises. Tu sais ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il fait la révolte métaphysique. Vraiment. Et c'est pour ça que j'appelle ça la révolte métaphysique d'un jeune Congolais. Comme ils disent avec une assurance déconcertante, c'est-à-dire que, bon, l'histoire des doigts de l'œil. Cette fameuse solidarité, signe des faiblesses et des refus de l'autoprise en charge, écrase nos cités urbaines et culpabilise les plus entreprenants, la sève de la société, celle qui travaille, qui est consciencieuse et dont l'industrie donne des résultats. L'institutionnalisation de la mendicité a levé tout équivoque entre la certitude de se nourrir au crochet de quelqu'un et le doute. On ne doute plus. On se lève au matin, on a la garantie qu'en allant voir Jérémie, je vais ramasser quelque chose. On ne doute plus. Quelque part, il y a une voix qui remonte des abysses de votre être et vous exige de donner, d'être solidaire, qui vous culpabilise, vous écrase et vous rend même assez lâche pour céder encore et toujours. Vous êtes obligé de céder. Cette solidarité est la première maladie de notre société nègre. Elle gangrène tout, ruine et corrompt tout.
rend serviles les meilleurs enfants de la République. Elle est donc à bannir ou, à tous les moins, à amenuiser à son expression ponctuelle, conjoncturelle ou circonstancielle. Il est capital qu'on l'extirpe de nos mœurs, ces venins, cette honte, cette culture, officialisant le carottage. Et la relation avec son père. Il rappelle à son père, j'ai le devoir de devenir ce que je suis. Cela implique, comme le dit Nietzsche, de toucher au chef-d'œuvre dans l'art de la conservation de soi, dans l'art de l'égoïsme. Ceci recommande la révolution métaphysique. Alors donc là, il impose, il dit, il marque, il dit voilà, dorénavant, je vais faire ma révolution métaphysique. Okay. Tout en considérant que la nature du devenir, c'est que l'on est, ne peut être déterminée a priori, mais les détachements, la rupture, la sortie des l'étau ou de l'étreinte paternelle, c'est que les autres refusent parce qu'ils sont mendiants et parlent de la solidarité. Et les premiers mouvements de cette symphonie, donc sortir de l'étreinte familiale pour vivre par soi-même, par son office, par son travail, par son industrie, c'est ça, au fait, c'est de faire. J'ai convaincu aussi avec mon auteur, donc avec Nietzsche toujours, que ne peut se détacher de ton emprise le meilleur. En fait, le meilleur moyen de me méconnaître et de me rapetisser, c'est de rester coincé avec toi. Donc je n'existerai pas. Le fait que je sois toujours sous l'autorité de mon père, je ne vais pas exister. J'ai donc pris l'engagement de mettre en perspective mon instinct, de travailler pour moi, pour mon égoïsme, et d'avoir une discipline personnelle. Plus loin, il dit ma paire de ciseaux, bien accrochés. J'ai sectionné les cordons ombilicales, j'ai pris ma liberté et conduit ma vie en regard de ma raison propre. Cela n'influe en rien sur la substance de notre patrimoine génétique commun. Je dois me défaire de toute passion contemporaine et suivre ma propre raison et la médication la plus appropriée pour faire ce que je dois devenir. Mon respect et mon amour pour toi et mère, donc et sa mère, sont gravés en moi pour l'éternité, mais ma liberté de penser et d'être l'artisan de mon moi devenant ne souffrira d'aucune concession. Et il clôture en disant la lumière apollinienne ou la démarche christique doit se vivre et non se déclamer. De même qu'il m'est insupportable de prétendre vivre la crucifixion tout en tirant les bénéfices d'une existence dionysaque. Cette contradiction m'insupporte. Alors, la lumière apollinienne, c'est celle qui est comparée aujourd'hui à Christ et sa vie et tout ça. Et tous ceux qui sont dans les églises en train de chanter, machin, tout ça, mais qui au soir ont une vie de débauche extraordinaire. Alors, il dit, je suis pas en mesure de vivre ces deux vies-là comme ça, d'allier à la fois la journée, le modèle, et les soirs, je suis quelqu'un qui est complètement débauché, c'est pas possible. Donc, je dois prendre mes engagements vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon devenir. Le devenir ce que je suis est à ses prix, malheureusement. Voyez-vous, donc là, c'est un texte qui fera mal parce qu'il est dans cette option-là de pulvériser complètement ce qui est convenu d'appeler la mendicité officialisée. Je trouve qu'il s'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise. Mais oui, mais c'est un jeune Congolais qui sort du lot, qui dit « je ne veux plus, je refuse ». Et pourtant, il vient, et il a l'avantage de venir du village, lui. Donc lui, il vient pas, c'est pas une âme urbanisée, il vient à peine d'arriver à Kinshasa. Donc au début du livre, vous verrez qu'il vient d'arriver à Kinshasa, il est surpris par cette mégalopole avec tous ses travers. Il voit pas l'harmonie entre ce qu'il est, c'est-à-dire que l'originalité de la congolité et la vie urbanisée. Okay. Et quand on dit on copie pas l'Europe. L'Europe a institutionnalisé un mécanisme de mutualisation, de solidarité, mais il faut participer aussi. On travaille, on paye, et puis on met de côté un peu, et le moment venu, bon, vous bénéficiez en retour. C'est ça le système. Mais vous n'avez pas travaillé, vous n'avez jamais rien fait. Bah, vous n'avez pas d'handicap physique, en vertu de quoi la société se mettra à votre disposition pour vous donner.
Qui êtes-vous? Quelle autorité? Vous tirez ça d'où, cette autorité des droits divins? De sorte à ce que vous vous levez au matin, qu'on puisse vous nourrir, vous donner tout, sur le fondement des chantages, de ces djihad permanents. Non, ce n'est pas acceptable. C'est ce qui expliquerait même comment est-ce qu'on appelle ça, l'immigration subie et voulue. Mais tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous pouvez comprendre un seul instant, au-delà de ce qu'on peut reprocher au système de gestion en Afrique, que quelqu'un prendrait 5 000 euros au lieu d'investir sur place pour pouvoir faire sa vie, avoir ce courage-là, avec l'option juste d'aller voir l'Europe et croire avoir mieux en Europe et les risques de sa vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas en train de dire que les gouvernements africains sont bons. Non, je dis pas ça. Puisque je sais très bien que tout de suite, il y aura une réaction d'ordre passionnel. Ah oui, mais non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je m'adresse à la raison humaine. Simplement. Est-il raisonnable pour quelqu'un qui réfléchit normalement, qui n'est pas sorti d'une CNPP, de prendre son argent pour aller vers l'inconnu, tenter une aventure, parce qu'on lui a dit que ça se passe très bien là-bas. Mais quand on lui montre aussi les images des gens noyés, ben non, ça c'est pas un problème. Il est plus en addiction avec les images des gens qui reviennent bien et tout ça, hein, comme l'histoire de Kokumbo l'enfant noir. Bon bref, dans cette option-là, mais plutôt que de regarder aussi tout ce qui est néfaste. Il ne regarde pas ce qui est néfaste. Il est comme drogué par l'idée de partir, et puis tous ceux qui font l'apologie de l'Occident et tout ça, ce qui n'est pas forcément bien. Voyez-vous? Donc je pense qu'on doit faire la part des choses et sans cesse s'adresser à la raison, à la vérité. Voilà un peu les contenus de la situation. Je ne sais pas si vous avez une question, mais bon, voilà, c'est un peu ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est tellement formidable, mais attendez-vous à ce que, à la parution, à la publication de cet ouvrage, que vous soyez quelque peu titillé par la plupart des Quinois. Je le dis comme ça parce que vous avez laissé entendre que Wabi ne serait pas d'ailleurs Quinois d'origine. Il n'est pas Quinois d'origine. J'ai suivi quelque chose d'extraordinaire où il y a un type qui a fait une petite vidéo qui a circulé, j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si je peux trouver ces messieurs où, je souhaiterais parler avec lui, qui explique comment l'arrogance du Quinois. C'est Quinois qui s'affuble des noms étrangers, de tout genre. Il disait, oui, un pasteur qui se fait appeler la mâchoire de Dieu. Ben oui, mais effectivement. Et il expliquait que bon, les Quinois n'a rien, mais il prend une maison, dont chambre, salon, mais il prend une bonne. Pourquoi faire? Ben, puisqu'il a besoin de frimer. Et la bonne va faire quoi? Il va déplacer les rideaux, il va faire quoi? Il n'y a pas de travail pour une bonne là-dedans. Mais il prend comme une bonne parce qu'il doit frimer, qu'il a une bonne chez lui à la maison. Et puis il va draguer une fille, et alors il lui dit, voilà, écoutez, nous sommes nés à 12, toute ma famille est en Europe, moi je suis resté ici, bon là on m'a envoyé le billet pour partir, j'ai refusé, je donne à ma petite sœur. Bon, il dit voilà, ce sont ces genre de choses. Et quelque part il dit aussi, quelqu'un vient vous voir en disant, oui, écoutez Jérémy, est-ce que vous pouvez avoir $50 pour moi et tout? Et vous dites, oui, j'ai $50 à vous donner, mais il y a Maître Manjolo qui est à côté, qui est en train de construire quelque chose là, il cherche quelqu'un pour lui donner $300 pour juste déplacer les briques. Et il vous répond en disant, non, j'ai un pote qui peut faire ça, moi je préfère prendre $50 et partir. C'est ça le Quinois. Voyez-vous, il préfère avoir les $50, mais travailler, c'est pas fait pour lui. C'est un mania professionnel, donc il n'a pas pour vocation de travailler. Ça ne l'intéresse pas de travailler. Et c'est courant. Et c'est tout le temps comme ça. Mais qu'est-ce qui serait à la base de je ne sais moi, cette mendicité professionnelle? L'intellectuel congolais n'a pas fait son travail. Ceux qui produisent de l'intelligence, qui doivent à mettre à la disposition de la société, ne font pas leur travail. Et ceux qui doivent diffuser au niveau du gouvernement n'ont pas fait le travail. Je vous dis toujours que la faillite du ministère de la Culture est un problème pour nous. C'est là-dessus qu'on doit devoir frapper. C'est là où ça doit se passer. C'est là où on doit diffuser des informations. Il n'est pas normal que les gens circulent à Kinshasa sans métier. Donc les gens se lèvent au matin sans métier. Toute la journée, ils sont là à tourner en rond, à frapper aux portes des gens et tout ça, à débarquer chez vous. Bon, ben, vous n'êtes pas là, il attend jusqu'au soir. Oui. Quand vous arrivez, il vous demande des transports. Mais comment vous êtes venu? Il y a des gens, mais, malheureusement pour eux, j'étais même pas là. Je suis en Europe, mais ils débarquent chez vous. Il dit, j'avais pas de crédit. On m'appelle par les travailleurs pour me dire, il y a quelqu'un qui est ici depuis presque 2 jours. Je dis, mais il fait quoi? Ah, il est venu vous voir. Mais je ne suis pas là. Ah, mais il n'a pas de transport, on fait comment? Je dis, mais qui rentre comme il était venu?
Alors là, vous passez pour les grands sorciers, c'est lui qui donne pas, c'est lui qui mange tout seul, c'est lui qui est avare. Vous voyez, on est là-dedans en permanence. C'est-à-dire que ce terrorisme du donne-moi sinon devient naturel. Et les gens ont peur. C'est-à-dire que votre nom est vilipendé au motif que vous n'avez pas donné. Vous êtes arrogant, vous êtes avare, vous êtes tout ce que... Il y a comme ça une série de vocabulaires qui vous sont affublés sur le fondement de ce type de situation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour sauver cette jeune génération, qu'ils suivent l'exemple de Wabi, qui lui, bon voilà. Il y a d'abord à pouvoir se référer à ce que nous sommes à l'origine. Ok. Il y a aussi à avoir un ministère de la Culture qui fasse son travail, qui répercute dans les provinces. Mais en même temps, la difficulté, quand vous me dites je serai titillé parce que quand le livre sortira, Oui. je n'ai pas de souci parce qu'ils ne liront pas. Dieu. Oui, Ça, ils ne liront pas. Ils ne lisent pas. Ils ne liront pas. Ça, c'est un défi. Non, mais je vous dis qu'ils ne liront pas. Parce que c'est comme ça. Je suis habitué à écrire, à proposer. Ils ne liront pas. Et ceux qui vont devoir appeler, soit ils sont consentants parce qu'ils sont d'accord avec ce que je suis en train de dire, soit ils sont dans l'option de pouvoir attaquer violemment parce qu'ils se trouvent eux-mêmes, comme nous dit Erasme, Erasme, oui. concernés par la situation. Ce n'est pas la culture congolaise. La mendicité n'est pas la culture congolaise pour les personnes valides. Je maintiens et je signe. Les personnes valides ne doivent pas être dans la mendicité, doivent chercher un travail, travailler, apporter leur contribution à la société. Vous ne pouvez pas vous lever chaque matin, n'ayez rien apporter à votre communauté, à votre société. On dit ceci, je l'ai dit dans ma nation, chaque individu qui se lève au matin, congolais, cette congolité-là, vous êtes une pièce de la machine Congo. Prenons l'exemple d'un véhicule. Vous êtes un boulon quelque part. Vous êtes une roue. Vous êtes les volants. Vous êtes, je sais pas, une bougie. Oui. Un vis. Donc vous devez participer au fonctionnement de la machine. Si on enlève un boulon, les autres boulons ne tiendront pas au niveau de la roue. Donc ça partir à un moment donné, on va perdre la roue. Voyez-vous, posez-vous la question, quelle est votre contribution dans le fonctionnement de la machine RDC? À titre personnel. À titre personnel, chaque matin, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu valide, instruit ou pas instruit, j'apporte à cette communauté? La communauté étant, et je l'ai dit, je répète, et c'est toujours dans ma nation, comme disent les Allemands, les Volksheil et les Volksgeist, l'âme et l'esprit d'un peuple qui forment la communauté. Nous, cette communauté de descendants des mains coupées, dont les gens ont souffert sur le fondement du caoutchouc, la transition. Mais le travail, c'est vraiment dans notre histoire. Mais oui, mais c'est de là qu'il faut chercher. Ah, voilà. Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents vous ont légué une terre après 1000 souffrances. Et vous faites quoi exactement de cette terre? Vous ne participez à rien. Et vous vous êtes érigé en mendiant. Votre travail, c'est la mendicité. Et vous voulez que cette terre vous paye? Mais elle ne vous payera pas tant que vous serez des mendiants. Le téléphone est déjà en train de sonner depuis un moment. Oui. Et là, je crois qu'il va falloir prendre tous ces appelants parce que vraiment, on commence par Papa Roca. 50, la radio interaction. Bonjour, Papa Roca. Bonjour, papa. Bonjour, c'est à notre invité. Bonjour. Bon, Toyoki vraiment ébélé. Naningaki na tout na nous mettre entre mendicité na solidarité na acte oyo par exemple mutu alingi abala parce que tout le monde na biso ba congolais mutu alingi abala okomona ye kotika lettre ya faire part pour contribuer à moi eloko moko boye na programme na ye. Est-ce que wana eza mendicité ou bien solidarité? Et puis de deux, nazomona ba vocabon pasteur baza na balabala awa azokita mata so yoko opesa pama moi, donc au moins mutu mususu pe volonté eza alongoli apesi. Est-ce que ye passé wana tango opesi eza na cadre ya solidarité ou bien il y a des mendicité dans sa mendicité? Donc moi des questions avec nango pour nazo éclaircissement yango. Merci beaucoup Papa Roca. Moi j'ai aimé les deux questions de Papa Roca. Oui, oui. Surtout en ce qui concerne les pasteurs. Oui. Que font les pasteurs? Mendicité ou solidarité? Interaction. Oui, bonjour, Papa Moïse, bonjour. Bonjour
bonjour aussi à notre maître Guillaume Major. Bonjour, monsieur Moïse. Alors, vraiment, je vous ai bien écouté. Vraiment, je suis vraiment très content. Ça fait très longtemps, j'ai déploré votre absence. Et aujourd'hui, j'ai cette chance de vous écouter. Vous avez beaucoup parlé, vraiment. Moi, je trouve que quelque chose a toujours la source. Cette source-là, c'est ce qui cause problème. Nous devons quand même nous identifier, connaître ce que nous sommes. Nous sommes les Africains. La fois passée, Maître Guillaume, je vous ai dit que l'homme noir, il a un problème. Au sein de lui, il manque certaines dispositions de développement sur certains secteurs. Si vous voyez même aujourd'hui, on n'a pas de savants noirs. Hein, les savants noirs, je ne sais pas s'ils existent. Nous avons eu cette génération, cette histoire d'esclavagisme. Les gens qui ont quitté l'Afrique pour l'Occident, ceux qui sont aux États-Unis, les Afro-Américains, si vous voyez bien, personne ne songe même pour venir investir en Afrique. Donc il y a l'oubli total. Donc c'est-à-dire quoi? L'homme africain, c'est quelqu'un qu'il faut toujours être à côté de lui, qui doit être encadré. Si vous voyez même vous avez un peu de difficulté, même vous êtes un acteur politique, vous êtes en même temps un écrivain. Vous voyez que même pour faire les livres, vous ne parvenez même pas à faire les livres en langue locale. Vous parlez français, la fois passée, on s'est posé des questions. Est-ce que Guillaume Major, il est français vraiment ou bien il est congolais? Parce que quand on est congolais, on doit censé connaître les 4 langues nationales. Ou bien, s'il n'est pas connaître, mais faire un effort pour que traduire votre connaissance à langue nationale pour que les autres, ceux qui ne sont pas, qui ne savent pas vous lire, ou bien celui qui connaît lire, il peut expliquer, même au village, partout, voilà. Et puis vous dites que votre œuvre, comme vous venez de faire sortir les livres, les gens ne vont pas. Vous voyez que vous connaissez déjà que on a un problème au fond. Sur les problèmes d'éducation, même sur les problèmes de culture, si vous voyez bien, nous sommes un continent le plus convoité dans le monde. Mais c'est le continent même le plus malheureux du monde. Quand vous êtes dans un pays riche, on vous dit que vous êtes, la population est pauvre, qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous voyez même aujourd'hui sur le plan politique, les présidents africains ne veulent pas quitter le pouvoir. Dire tout ça c'est quoi? Parce que tout ce qu'ils ont causé comme problème, des crimes, tout ça, ils vont payer à la justice. Et par là, ils veulent que demain au pouvoir. Si vous voyez même partout, il y a toujours changement de constitution, la modestie de la démocratie n'existe pas. Si vous voyez aujourd'hui même les universités, monsieur Guillaume, les gens étudient pour faire quoi? Quand des universités qui naissent comme des champions, même au village, là où il n'y a même pas de route, mais les gens étudient. Et pour faire quoi avec ces diplômes? Nous avons eu la liste qui est sortie ici parmi les universités citées en Afrique. Aucune université de la RDC. Mais on se pose la question, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que même les Afro-Américains qui sont là, jamais personne ne sont gérants dans mon pays natal ou bien dans mon continent natal d'origine pour que je puisse faire quelque chose. Obama, il est président des États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait au Kenya? Rien. Oui. Moi, je trouve qu'il y a un problème. L'homme noir, c'est un bourrique naturel, mais il faut toujours encadrer. Nous pouvons faire tout comme nous avons voulu adopter quelque chose qui ne convient pas. Nous avons tout aboli, nos coutumes, tout là. Rien ne marche. C'est pourquoi j'ai voulu que vous, M. Guillaume, essayez un peu de nous aider. Comment nous pouvons faire sortir dans ces dépasses? Parce que ça ne va pas. Dans tous les secteurs, ça ne va pas, M. Guillaume. Merci. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Moïse. Voilà, 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346. Je vous demanderai s'il vous plaît d'être bref, concis et précis dans vos interventions. Merci en tout cas. Ndeko Moïse, Tosepeli Mingina intervention nayo. 50 la radio interaction. Bonjour Maître Espoir Amakala. Oui, Maître Espoir. Voilà, je disais, je salue d'abord mon confrère Maître Mandoli qui est là. Bonjour estimé. Bonjour estimé. Et je salue évidemment tous les auditeurs qui nous écoutent. Bon, en fait, moi je vais aborder le problème dans le cadre purement préparatif. Parce que ceux-là qui font ce que Maître Guillaume est en train de décrire sur le plateau, ce sont des gens qui n'ont pas eu un encadrement adéquat.
qui n'ont pas eu une formation qui peut leur permettre de pouvoir se prendre en charge. Alors, vous savez, mais quand nous, par exemple, nous abordons la question, il faut aussi voir l'encadrement de la jeunesse. Et quand on parle de l'encadrement de la jeunesse, nous n'avons que des choses là-dessus, des choses fondamentales. Nous avons d'abord la qualité de la formation, la qualité de l'éducation, et à la suite de laquelle va naître un engouement sur le marché de l'emploi. Mais regardez, nous avons une qualité de une éducation orale. Et en fait, cela nous conduit à avoir un marché d'emploi pauvre où lorsqu'il y a quelque chose qui se présente en termes d'emploi, il faut faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Donc cela nous cloue au sol, nous cloue dans la situation que vous êtes en train de décrire là. Moi je pense qu'il faut que nous, intellectuels, nous qui comprenons un peu les choses, nous qui sommes à côté de ceux-là qui doivent prendre des décisions pour ces pays, il faut que nous prenions nos responsabilités en main en disant à ceux-là qui doivent prendre les décisions de voir, d'améliorer ces points de vue-là, c'est-à-dire d'assumer une bonne qualité de la formation et puis de donner de l'emploi. Et puis, quand on parle de la bonne qualité de la formation, il faut aussi faire attention parce que former quelqu'un pour que demain il cherche un emploi, cela n'est pas une solution. Mais par contre, il faut former des gens qui vont chercher à créer des emplois et non à chercher des emplois. Qui vous parlez et qui vous parlons plutôt à ces instants, nous avons été victimes de la mort de nos pères trop tôt. Mais nous nous sommes donnés toutes les difficultés du monde pour étudier et puis pour faire ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, moi je pense que c'est aussi ça. Il faut qu'on puisse examiner la question avec beaucoup plus de profondeur et puis déceler les difficultés qu'il y a dans la formation de la jeunesse et puis dans le dispatching de l'emploi parce que cela n'est pas très bien fait. Donc, une fois ces problèmes-là résolus, vous verrez que la mendicité va commencer à fuir d'elle-même. Donc, c'était un peu ça ma petite contribution. Merci beaucoup, Maître Espoir, depuis la commune de Makala. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346 50, la radio Interaction. Bonjour, Maître Omar. Bonjour, Monsieur Jérémy, et bon retour à l'antenne. Merci à vous, Maître Omar. Je suis très content de vous retrouver. Je salue également Maître Guillaume Mandiolo et très cher confrère. Bonjour. Bonjour, estimé. Je l'ai toujours merci. dit. Allô? Oui, bonjour, estimé, merci. Oui, je disais, je salue la sagesse et l'intelligence de Maître Guillaume Mandiolo. J'ai toujours dit, très cher Jérémy, que l'intelligence n'est pas le fait de détenir des diplômes ou des tests de doctorat, mais c'est la capacité d'utiliser son cerveau pour apporter des solutions dans sa communauté. C'est en ce sens que je le salue et je demande à tous les intellectuels d'emboîter les pas. Mais le vrai problème avec Maître Mandiolo, c'est que il y a ce qu'on appelle le principe de la promotion. Il doit tenir compte de l'auditeur qui le suit. C'est comme l'impression que son discours est plus élevé ou plus érudit. Si dans les prochaines émissions, on pourrait, n'est-ce pas, alléger un peu la communication pour que cette critique profite à tout le monde. Mais à mon niveau, j'apprécie, j'apprends beaucoup, mais je voudrais prochainement qu'il puisse un peu accommoder son message par rapport au plus bas des citoyens pour que tout le monde comprenne. C'est cette mes remarques, je fais même type de pertinente intervention. Merci infiniment. Merci à vous, Maître Omar. J'ai comme l'impression que l'audience aujourd'hui est pleinement juridique, hein? 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346, c'est le numéro du standard, il est opérationnel. En attendant que d'autres auditeurs interviennent, nous laissons rapidement réagir Maître Mandiolo. Oui, commençons par Monsieur Roca, que je remercie au passage. Mariage, c'est-à-dire que les apports qu'on peut donner, la contribution, la liste du mariage et la participation des uns des autres, c'est la solidarité. C'est pas la mendicité, ça c'est la solidarité. Mais encore faut-il que quand on se marie, on ait pris toutes les dispositions nécessaires pour sa vie. La vie de son mari et de sa femme et tout ça. Les deux partenaires qui doivent convoler doivent savoir qu'effectivement ils ont les moyens de survivre. Mais la société a l'obligation de cette solidarité d'apporter un accompagnement. Ça c'est partout comme ça. Hein. C'est pas seulement en RDC, c'est partout comme ça. Ça a toujours été comme ça. Les familles viennent, les amis viennent pour pouvoir
participer à cette union et l'accompagner et donner ce caractère sacré à l'union. C'est très important. Mais quand même, c'est libre, c'est volontaire. Oui, c'est volontaire. En même temps, lorsqu'on est proche, il y a une sorte d'obligation particulière parce qu'on est dans la morale, oui. Dans la mutualité des situations. D'ailleurs que dans la solidarité. Oui, c'est ça, la solidarité. Donc, on est de la mutualité des situations. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire, on le fera pour vous ou pour vos enfants aussi par les autres. Donc, c'est un peu ça. Je pense que là, on est dans la solidarité, dans la mutualisation des situations. Tout le monde, un jour ou un autre, se marie ou participe à un mariage dans sa famille et par conséquent souhaiterait que on puisse accompagner ces mariages avec des cadeaux, avec quelques soutiens que ce soit. Mais avec cet apport-là, ou cet ajout de faire part, aller déposer des faire part auprès des uns et des autres, c'est cet aspect-là. Est-ce que ça aussi, c'est un signe de solidarité? Si, on vous demande parce que c'est prévu comme ça. Vous n'êtes pas au courant que tel va se marier, vous devez être informé à travers le faire-part. Vous avez l'information et quand c'est sur papier, c'est plus pratique. Et comme ça, bon, vous y allez, vous n'y allez pas. On vous oblige pas, mais vous, personnellement, par rapport à la mutualisation de nos situations communes, des intérêts de la société, vous y participez en âme et conscience parce que vous espérez aussi qu'à votre tour, on fera la même chose. Parce que c'est pas à sens unique, en fait. L'idée ici, synalagmatique, bon, juste pour aller dans le sens du confrère Omar. C'est réciproque. Donc c'est réciproque. C'est-à-dire que j'ai fait pour quelqu'un de la communauté, on le fera aussi pour moi, le moment venu, ou quelqu'un de ma famille aura aussi ces bénéfices-là. Il s'agit de ça. Donc il n'y a pas de problème. Les pasteurs qui est en train de pouvoir harceler les gens. Rançonner. Oui, c'est du harcèlement, tout simplement. C'est la mendicité, c'est pas autre chose. Les pasteurs n'ont pas pour vocation d'être dans les transports en commun. Mais ils sont déjà riches. Ils ont beaucoup d'argent. Mais ils font quand même la mendicité. Mais 90% de ces gens-là vivent de ça. C'est une profession. Ce sont des mendiants professionnels. Ils ont érigé un mode des fonctionnements de cette nature-là et tout ça. Et la société qui est soumise à la croyance en disant voilà, si tu donnes pas au pasteur, tu vas pas au paradis, c'est un chantage permanent. On parlait de chantage. C'est applicable dans plusieurs compartiments de la société, notamment ces compartiments-là. Parce que Jésus n'a pas monnayé quoi que ce soit. Vous lui donnez à manger, ça suffisait, et puis il continue son chemin avec ses apôtres. Aujourd'hui, on a transformé ça en Jeep, en montre de luxe, en téléphone de luxe, en villa. En dollars, et tout ça, il faut donner des dollars parce que, voilà, c'est juste un commerce, un business. Un business pour ceux qui sont les plus faibles, qui n'ont pas, ou qui ont un peu plus de soucis sur le plan psychanalytique, sont soumis à pouvoir faire ça. Et très souvent, il arrive aussi, ce sont les gens les plus instruits qui se soumettent à ce type de situations. Quand on ne trouve pas un travail, ou quand on a trouvé un travail où il y en a des difficultés en famille, on est prêt à pouvoir se délester du fruit de son travail au profit d'un pasteur, alors que c'est pas nécessaire. Mais celui qui est en face a organisé une méthodologie des rançonnages extraordinaires, de sorte à ce que vous vous soumettez à lui, vous donnez, et en espérant aller au paradis. Ce qui est complètement faux. C'est pas ça. Il y a ce qu'on appelle l'horizontalité et la verticalité. Je m'explique. Les rapports avec Dieu, c'est de l'homme à Dieu. Vertical. En passant par les Christ. Et puis les comportements qu'on a en société montrent si vous aurez accès au paradis ou pas. Okay. Si vous êtes bien avec les gens autour de vous, bien sûr, tout à fait. Mais donc, on ne juge que par vos actes, pas par ce que vous dites. Ce sont les actes qui confirment que vous êtes un bon chrétien, un bon croyant ou pas. Oui. C'est par les actes. C'est pas par le fait que vous priez beaucoup. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Que vous vous levez chaque matin pour aller à l'église ou chaque dimanche, vous êtes un dimanché pour aller à l'église avec toute la famille, mais vos comportements, vous êtes quelqu'un de corrompu, de ceci, de cela et tout ça, ça n'arrange pas vos affaires pour le paradis. Peu importe l'intervention du pasteur. Donc, vous tuez matin, midi, soir, et vous espérez aller au paradis parce que vous avez vu le pasteur, mais c'est pas comme ça fonctionne. Vous pactisez avec les diables un jour, l'autre jour vous revenez vers Dieu et tout ça. Attendez, ces pratiques ne sont pas en conformité avec l'espérance d'aller au paradis. Donc, je pense que sur ces points-là, 90% des pasteurs, je dis bien 90% des pasteurs, ce sont au fait des mendiants. Et M. Moïse parlait du problème du noir. Non, M. Moïse, je pense que je peux comprendre vos frustrations qui sont légitimes, mais il faut les canaliser. Là, vous allez dans tous les sens. Il y a une série importante d'hommes de lettres noirs
africains en Occident, les Dubois et les autres, par exemple, et tout ça sont des gens qui ont produit beaucoup de choses. Les Marcus Garvey et tout ça, pour ne parler que de ceux-là. Et il y a beaucoup de scientifiques noirs, mais qui, soumis aux États-Unis, mais soumis, il y a une liste énorme, mais soumis par l'esclavage, par l'autorité du blanc et tout ça, on a récupéré leurs travaux. Et l'Afrique a mis en place une structuration la plus importante de la planète avec l'Égypte antique. C'était des Noirs. Donc, on était largement en avance. Et si vous vous référez aussi au texte de Conan Doyle, Les Crimes du Congo, je l'ai dit ici sur ces plateaux, Stanley écrit en 1883 qu'en arrivant à Irebu et à Bolobo, il découvre qu'effectivement, il y avait un commerce, il y avait l'industrie, il y avait une organisation, et nous sommes même à la base des mathématiques avec les bateaux du Shango. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas scientifique, qu'on n'est pas... Non, c'est faux, c'est faux. C'est ce qu'on nous a fait croire. Et les Noirs bourriques, ça ne veut rien dire du tout. Je pense qu'il ne faut pas s'autoflageller à ce niveau-là. Il faut s'instruire un peu plus pour comprendre. Mais vous me dites aussi, il faut parler en langue, comment dirais-je, nationale. Je suis d'accord avec vous. Mais simplement, on n'a pas codifié nos langues de sorte qu'on soit en mesure de pouvoir écrire. Vous qui avez peut-être eu la chance de vivre ici pendant toute votre vie et avoir l'éducation ici, vous n'êtes pas en mesure de m'écrire une dissertation en langue locale. Vous serez incompétent. Vous verrez très bien que vous allez y mettre des mots de toutes les langues, et en français, en anglais, d'autres langues mélangées, mais vous n'aurez pas une terminologie propre à la langue à laquelle vous allez vous référer. Donc, ne nous arrogeons pas cette autorité de dire il faut faire ça en langue locale. Mais qui lit la langue locale d'ailleurs? Vous avez combien de journaux qui sortent ici à Kinshasa en langue locale? Tous les journaux sont en français. Donc, je pense que ces types d'accusations, si on peut appeler ça de cette façon-là, sans pourtant vous mettre dans les rôles inquisitoriels, ne sont pas nécessaires. Cherchons à ajuster de manière raisonnable pour avancer, trouver une solution par rapport à nos problèmes. Ici, on parlait de la mendicité. Vous êtes parti dans l'histoire des dictatures, de ceci, de cela. Ça n'a rien à voir. On parle d'un sujet précis et restons dessus, mais je comprends en même temps vos frustrations. Tout simplement, je vous recommande de les canaliser. Maître Espoir. Mais il y a un paradoxe dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez bien présenté les choses par rapport à la qualité d'éducation, mais vous avez oublié la dignité de l'homme noir. J'ai dit dès le départ que les subsahariens a toujours été dignes, n'a jamais été mendiant. Dans l'arrière-pays, pourquoi ils ne sont pas mendiants? Est-ce que c'est tout le monde qui est mendiant à Kinshasa? Il y a une majorité, une grosse partie qui est mendiante, mais c'est pas tout le monde qui est mendiant. Et vous, comme moi, et vous le dites assez... Et ça me touche personnellement parce que nous partageons peut-être la même souffrance. On a perdu nos parents très tôt. Enfin, moi, j'ai perdu mon père, j'avais 16 ans. Mais j'ai gardé ma dignité, j'ai pas mendié. Même si j'étais peut-être dans des conditions un peu plus optimales. Il y a une conscience personnelle par rapport à la dignité. On ne devient pas mendiant parce qu'on a perdu ses parents ou parce qu'on est déshérité quelque part. On apprend à travailler, surtout quand on est valide. Il y a des gens qui travaillent au matin et au soir qui vont à l'école, ainsi de suite et tout ça. Donc, ce sont des choses qu'il faut aussi opérer. Mais bon, c'est vrai que j'ai dit ici la fois passée qu'il n'y avait pas d'université en RDC, je l'avais dit. J'avais une conférence sur ces points précis en disant une université qui n'a pas de centre de recherche appliquée fondamentale, c'est pas une université. Une université qui n'a pas de bibliothèque, c'est pas une université. Donc par conséquent, il y a un souci d'évaluation de ce que nous sommes et tout ça. Bon, l'autre a dit qu'il n'y avait pas d'université classifiée parmi les universités africaines. Si, je pense que l'université de Lubumbashi était classifiée 172e ou 192e, quelque chose comme ça. J'avais vu la liste. L'université de Lubumbashi, donc c'était la seule qui était classifiée. Bon, mais vraiment parmi les tout derniers, et toutes les dernières plutôt. Donc voilà un peu. Estimé confrère Omar, je suis d'accord avec vous. Le seul souci, c'est que les matériaux que j'emploie, il faut que je puisse maintenant les transformer en une pour permettre que l'auditoire accède à ce que je suis en train de dire. C'est ce qui m'est reproché sans cesse. Et vous avez pleinement raison. Je dois faire des efforts dans ce sens-là. Je n'ai pas à chercher des excuses par rapport à ça. Vous avez raison, je vous l'accorde totalement. Mais simplement, c'est une faillite en ce qui me concerne. Je n'ai pas d'outils très adaptés à la, à la transmission, parce que je suis dans un secteur assez particulier qui est celui de la pensée avec une terminologie particulière. Avec des concepts. Oui, c'est ça la difficulté que j'ai. Vous avez, mais vraiment, vraiment raison, parce que c'est la radio, c'est pour un auditoire un peu plus large, c'est pas pour cibler quelques individus simplement, mais c'est vraiment pour un large public.
Et j'ai l'obligation de faire un effort dans ce sens-là. Mais en même temps, quand j'écoute France Culture, quand vous avez Onfray qui passe, vous avez Finkielkraut qui passe et tout ça, ils sont là-dedans. Mais c'est vrai que la société aussi est outillée pour accéder bien sûr à cette terminologie-là. La nôtre, malheureusement, a des difficultés, faute de la bonne éducation, c'est vrai. Mais vous êtes outillés, vous me comprenez déjà. Mais si en même temps, vous pouvez m'aider à traduire ce que je suis en train de dire aux autres qui peuvent pas y accéder, c'est déjà un bon début. Donc entre nous, on ferait une sorte de communauté de transmission d'intelligence, les uns sortant des concepts, les autres les traduisant et tout ça. C'est une communion particulière pour l'esprit et l'âme du peuple congolais ou du peuple quinois, les Volkshiele et les Volksgeist qui forment cette communauté. Voilà, il y a un SMS qui vient d'entrer ici à Radio 50 et interaction plus précisément. Étant ressortissant congolais, je ne sais pas si la personne est de la diaspora ou quoi, mais étant ressortissant congolais, je dirais que si la vie ne t'apporte que des orages, sous une pluie torrentielle, fais des coups de tonnerre une source d'énergie et une centrale électrique au lieu de te soumettre à la politique de la main tendue. Voilà, malheureusement c'est un SMS anonyme, je ne sais pas de qui il nous vient. 00243 pour tous ceux qui sont à l'étranger, le 85 48 18 346, c'est le numéro du standard, il est opérationnel et nous attendons vos différentes réactions. Mais voilà la question dont on parlait tout à l'heure, de l'intellectualisme. Oui. Qui est intellectuel et qui ne l'est pas? C'est quoi l'intellectualisme? Cette question vient d'être encore évoquée ici avec les auditeurs qui ont appelé pour dire Biso tozab intellectuel, toujours comprendre ce que nous devons faire, qu'est-ce qu'on peut, tout ça. Mais voilà, à longueur de journée, on entend par dizaines, par centaines des politiques, des acteurs politiques, des analystes politiques, des acteurs de la société civile, ainsi de suite, des professeurs d'université, des étudiants et même des élèves se dire intellectuels. Alors, qui est intellectuel et qui ne l'est pas? On va ouvrir une brèche aujourd'hui, mais je crois qu'on va entrer en détail prochainement. Oui, je pense qu'on doit faire la part des choses. Okay. À un moment donné, il faut sortir des idées générales pour aller vers l'essentiel. Il est vrai que dans les dictionnaires, quand les gens lisent, ils voient intellectuel, c'est lui qui fait un travail au départ de la main, du cerveau et tout ça, sans pour autant être dans les travaux des forçats et tout ça. Ok, un menuisier c'est pas un intellectuel, un forgeron c'est pas un intellectuel, mais un médecin c'est un intellectuel, un avocat c'est un intellectuel, ainsi de suite. Non, ça c'est une acception ancienne. Ce n'est plus ça du tout. Intellectuel en soi c'est un métier maintenant. Un intellectuel c'est une profession. Ok. Ce n'est pas une disposition collée à toutes les professions qui travaillent sur papier ou qui, au départ du cerveau des connaissances, traduisent leur travail sur le terrain. Ce n'est pas ça. C'est un travail aujourd'hui. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse recadrer cet esprit-là de sorte à ce qu'on puisse sortir un peu des idées acquises qui ne sont pas forcément opérationnelles. On ne peut pas aujourd'hui se lever au matin en France, lorsqu'on est médecin, dire qu'on est intellectuel parce qu'on est médecin. Mais ça n'existait pas. C'est pour ça que l'autorité de la pensée, du laboratoire des pensées, fait de vous un intellectuel. Vous produisez quelque chose pour l'intérêt de tous, au sens à la fois théorique, doctrinal, pour permettre que les secteurs dans lesquels vous produisez soient opérationnels. Alors, je l'ai dit dans L'homme et la structure, j'ai dit ceci, il est de toute importance, d'où la nécessité que la prochaine rencontre tourne autour de ça, de rappeler que le mot intellectuel est malmené, galvaudé en RDC avec enchantement et délice. Nous avons le devoir de porter à l'attention du lecteur, en particulier du lecteur congolais, que le mot intellectuel nécessite une approche modeste, circonspecte et une utilisation parcimonieuse parce qu'il recèle une profondeur. Ne peut prétendre à ce titre que c'est lui qui éclaire la communauté humaine par la production de l'intelligence.
à travers des théories abouties, vérifiées et des natures à modifier les quotidiens, et tout cela avec une distance absolue. Dans ce cas, l'intellectuel ne prétend rien. Il construit et déconstruit, analyse et dissèque et finit par faire la démonstration qui illumine la communauté. Convenant donc qu'on tienne pour nulle toute prétention au titre d'intellectuel en dehors de ces cadres. Voilà un peu ce qu'on doit devoir dire. Parce que j'ai vécu ça, j'étais à Luambo, et là je continue, alors que nous penchions pour notre parfaite compréhension de l'ouvrage de Pierre Bourdieu, intellectuel par excellence, Homo Académus, soit une réflexion sur les milieux universitaires, nous avions eu l'heure de nous rendre à Luambo, une mission catholique et bourgade de plus ou moins 7000 âmes, partie intégrante du territoire de Lusa dans les Kasaï occidentales. Nous nous sommes mis en devoir de passer des soirées philosophiques avec quelques élèves du cycle secondaire, des moments très enrichissants. À notre grande stupéfaction, chaque élève se disait intellectuel juste sur le fondement d'un peu d'éducation. Aussi réside-t-il une réelle difficulté à la réforme de ces mots. Bien malheureusement, du fait d'un diplôme universitaire ou d'un peu d'instruction, les gouvernants cités supra, s'est dit intellectuel, s'entoure dans la même frénésie des gens souvent moins avertis que lui, soumis à son autorité, experts en génuflexion et autres flatteries pour lui être agréables. Donc, voyez-vous, la flatterie continue. Elle continue, elle est partout, c'est-à-dire que quand vous tournez la tête, elle est partout. Elle est en permanence. C'est-à-dire, y compris dans les cabinets politiques, il n'y a que ça, en fait. C'est-à-dire, quelqu'un qui arrive, il dit, voilà, ici, nous sommes des intellectuels. Bah oui, vous n'êtes pas intellectuel. Vous êtes instruit. Vous avez un diplôme universitaire. Vous connaissez quelque chose. Mais vous n'êtes pas intellectuel. Vous produisez quoi? Vous vendez quoi? Du vent? Non. Produisez une théorie. Quand vous dites, voilà, la théorie de l'amnésie du manioc, selon telle personne. Bon, c'est quelque chose. On en parlera très prochainement avec vous, Guillaume Manjolo, en tout cas. Et je crois que ça fera l'objet de la prochaine conférence. Et nous allons prendre un auditeur. Il est parti, malheureusement. Ça m'a fait tellement des frissons de voir que la flatterie se retrouve encore, partout. Même dans la science. S'il faut que je dise, si, elle est partout. C'est gravissime, en tout cas. Alors, nous allons prendre le tout dernier auditeur avant de laisser Guillaume Manjolo conclure et nous séparer avec vous. Voilà, 50 la radio interaction. Bonjour monsieur Patrick depuis la commune de la Gombe. Bonjour monsieur Crito ici Rémi. Je salue aussi maître Guillaume Manjolo. Bonjour monsieur Patrick. Entrée de jeu, mon frère, bon, là j'ai un mois, hein. Moi, à la mingité, mais à mon niveau, parler du problème de flatterie, hein, et mendicité, il faut le dire. Maintenant, à ce concept problème de flatterie, mais en tout cas, flatter, c'est je sais très bien que même maître Guillaume, c'est grand renard. Je pense, tout ce que nous flatter, moi, même les professeurs, parce que vraiment on a genou pour nous flatter quand on conduit. Pour moi, on a bango ceux qui n'engagent flatter, les grands flatter, nous oui, bah tout on dit dans l'idée, pendant l'idée là, ce sont des grands flatteurs. Mais nous donc on était vraiment Il est parti malheureusement, mais vous avez invoqué ça aussi, la danse de la hanche, le djalélisme dans l'un de vos ouvrages. Mais oui, mais vous savez, les gens ne lisent pas. Monsieur Patrick a une vocation particulière à traîner en bandoulière la passion contemporaine. Ah, vous revenez encore sur les concepts. Oui, parce que en fait, Monsieur Patrick a eu kakandete, azana na position nae au salafisme, il faut absolument à l'obango. Je comprends très bien. Mais simplement, monsieur Patrick, rappelez-vous, dans l'oban studio, que l'idolâtrie doit être bannie, complètement bannie. Il ne faut pas idolâtrer les humains. Il faut dire les choses dans leur substance. Parce que, écoutez, là, libella, et puis on va répéter ça aujourd'hui, demain, après-demain. Et ça va vous rattraper. Et j'ai l'avantage d'écrire des textes où j'ai dit ça. Comme on n'engage jamais dans plateau de télévision, beaucoup parce que c'est mon pas ou je sais pas quoi. Je connais pas ces choses-là. C'est contre ma religion, c'est contre ma façon de penser. Je peux dire que quelqu'un m'a aidé pour na comme et tout ça. Je peux m'arrêter là. Mais faire de lui, faire l'apologie d'un être humain,
qui quelque part ne peut pas forcément être supérieur à moi en termes de production intellectuelle, ça me paraît difficile. Donc, adressez-vous na bato mususu basala yango. Je suis pas concerné par ça. Et jour où vous pensez au courage, Monsieur Patrick, au sombi livre, il y a mettre major tangiango, je pense que vous changez d'avis définitivement. N'appelle sur moi passage mon pouce qui est au commune à Souka, il y a émission. Dans mon livre, toujours l'homme et la structure, à la page 53, je dis ceci. Voltaire nous enseigne que du temps du Christ, aucune nation n'est tombée dans les ridicules de substituer plutôt les pluriels au singulier. On disait à César Auguste, je t'aime, et je t'ai pris et je te remercie. Il ne souffrait pas, même qu'on l'appelât monsieur. Ce ne fut que très longtemps après, lui que les hommes s'avisèrent de se faire appeler vous au lieu de tu, comme s'ils étaient doubles, et d'usurper les titres impertinents des grandeurs, d'éminence, de sainteté, que des vers des terres donnent à d'autres vers des terres en les assurant qu'ils sont, avec un profond respect et une fausseté infâme, leur humble, très obéissants serviteurs. C'est pour être plus sur nos gardes contre ce commerce des mensonges et des flatteries que nous tutoyons également les rois et les savatiers, que nous ne saluons personne n'ayant pour les hommes que de la charité et du respect que pour les lois. C'est clair, c'est dans mon texte, je répète ça. J'en fais le commerce sans cesse. Sortez de l'idolâtrie. Sortez aussi de la passion contemporaine. Baloba qui baza koloba. Alors forcément, vous embarquez tout le monde. Quand vous jugez, on fait toujours. Chacun est responsable de ce qu'il dit. Je ne suis pas responsable de ce qu'ils disent les autres, y compris lorsque j'appartiens à une famille politique. Je ne suis pas leur responsable. Malheureusement, vous êtes toujours dans cette acception particulière où il faut mélanger tout le monde a fait ceci, tout le monde a fait cela, tout ça. Donc, c'est pas forcément ça. Alors, je vais moi vous poser une dernière question avant de mettre fin à cette conférence. Très récemment, Monsieur Didier Moumingi, oui, vous le connaissez, oui, a fait une proposition en ce qui concerne le ministère de la Culture. Il veut qu'il y ait, à son humble avis en tout cas, 3 ministères de la Culture. Donc, le premier ministère est entré à la culture, de la culture, aura trait avec les livres. Ça sera le ministère du livre. L'autre ministère, ça sera le ministère de la musique et de la danse. Et enfin, il y aura un ministère du cinéma et des arts dramatiques. Alors, je voudrais seulement que vous commentiez un tout petit peu là-dessus par rapport à cette proposition de scinder le ministère de la Culture. Pourquoi? Parce que c'est trop grand et qu'il est quasiment impossible de gérer ce ministère en tant que tel, raison pour laquelle il faudrait, dans le souci de le rendre beaucoup plus actif, en tout cas, le scinder en trois ministères. Comme ça, on aura un ministère du livre, un ministère de la musique et de la danse et un ministère du cinéma et des arts dramatiques. Non, je pense que ça se discute. Le problème, c'est que nous donnons trop d'autorité, nous centralisons trop d'autorité. C'est ça le grand souci chez nous. Ce qui fait que comme il a été ministre, il sait comment ça fonctionne. Il part du principe qu'effectivement un seul ministre avec autorité sur un seul département serait opérationnel, plutôt que d'avoir plusieurs départements appartenant au même ministère. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, on peut en discuter, je pense qu'on aura peut-être l'occasion puisqu'il n'est pas là. Je suis ouvert au débat par rapport à ça. Mais simplement je considère qu'on doit donner un peu plus d'autonomie au département. Un directeur chef de service d'un département en charge du livre, par exemple, la promotion du livre, peut faire pleinement son travail. Pourquoi est-ce qu'il faut tout donner à un ministre? Pourquoi est-ce que les ministres auraient une puissance particulière alors que bon, c'est un passager? Vraiment. Je pense qu'il faut donner au département vraiment leur vie réelle. Des secrétariats généraux, oui. Leur vie réelle. À la limite, on peut faire avec plusieurs secrétariats généraux parce que les matières sont énormes. Un peu comme on a aux affaires étrangères, 3 secrétariats affaires étrangères. Quand on était aux affaires étrangères, on avait affaires étrangères et coopération. Avec 3 secrétariats généraux. C'est-à-dire le secrétaire général aux affaires étrangères, à la coopération internationale, à l'intégration régionale. 3. Donc, on peut faire ça. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs ministres. De toute façon, il faut recentrer les choses. On n'a pas assez de moyens pour pouvoir couvrir les besoins des 3 ministres. Et surtout que ce sont des questions administratives. Ben oui.
pour l'essentiel, parce que bon, il y a l'aspect politique pour les réformes et tout ça qu'on doit devoir orienter, mais en même temps, dans la gestion au quotidien, c'est l'administration qui doit faire ça. L'accès à toutes les possibilités en termes de reconnaissance des droits, des CCLS, tout ça, c'est l'administration qui doit faire ça. On ne doit pas politiser ces types de matières, surtout quand il s'agit de l'art. Il ne faut pas politiser ça. Donner ça aux politiques comme étant patron total et tout ça, donc c'est politisé totalement. C'est quelque peu le travail que fait Syndicat de Colo à l'étranger, par-ci par-là, en train de courir derrière toutes ces œuvres d'art, tous ces monuments ancestrales, traditionnels, congolaises en tout cas, qui étaient exportés. Oui, mais non, je salue, en tout cas cet aspect-là de son travail, je le salue, même si il est en train de pouvoir polluer ça avec la politique, mais en tout cas, la démarche qui est la sienne, d'aller chercher les œuvres d'art premiers de chez nous, de ramener ça vers nous et tout, c'est une très bonne chose. Je pense que beaucoup et certains États font déjà ça, réclament leurs œuvres qui sont ici et là. Si on pouvait ne fût-ce que récupérer Tervuren pour amener en RDC, parce que Tervuren c'est la RDC, ça serait une bonne chose. Et ça c'est une démarche à faire au niveau de l'administration, la politique d'abord, l'administration par la suite, puisque la plupart des pays commencent à rendre les œuvres d'art à leurs propriétaires, aux pays où ils les ont arrachées. Donc, je pense que... Alors, vous allez devoir répondre à cette dernière question. Ce n'est pas la mienne. C'est la question de Monsieur Kandé qui dit « Bonjour, Monsieur Jérémy et Monsieur Manjolo. Demandez à Monsieur Manjolo où peut-on trouver ces écrits qui sont en fait des remèdes aux mots congolais. » Pour l'instant, les 3 textes, je ne sais pas s'il y en a encore qui restent, mais il faut aller très rapidement au niveau du supermarché Money Shop. Oui. C'est là où on trouve les 3 œuvres. Dernièrement, on m'a appris qu'il n'y avait plus rien, même sur Internet, on ne trouve plus. Bon, il y a des gens qui lisent, qui sont à l'étranger, hein, parce que c'est sur Amazon, ils peuvent acheter directement et tout ça. Mais je sais, il nous reste encore un peu de temps là. 2 minutes. 2 minutes. Le mot intellectuel, donc c'est sur quoi on va se baser prochainement. Oui. C'est que c'est ça au fait que j'ai aussi mis dans le texte. En Angleterre, il y a quelque temps, fut posée une question divinement simple. Cette question usée et frivole. Quels étaient les plus grands hommes de César, d'Alexandre, de Tamerlan, de Cromwell, etc. Quelqu'un répondit, c'était sans contredit, Isaac Newton. Donc il n'a pas cité Alexandre et César à tout le monde. Cet homme avait raison, car si la vraie grandeur consiste à avoir reçu du ciel un puissant génie et à s'en être servi pour éclairer s'éclairer soi-même et éclairer les autres, un homme comme M. Newton, tel qu'il s'en trouve à peine en 10 siècles, est véritablement les grands hommes. Et ces politiques et ces conquérants, dont aucun siècle n'a manqué, ne sont d'ordinaire que d'illustres méchants. C'est à celui qui domine sur l'esprit par la force de la vérité, non à ceux qui font des esclaves par la violence. C'est à celui qui connaît l'univers, non à ceux qui le défigurent, que nous devons nos respects. Tout est dit là-dedans. Donc, on est ici, ce que je tente de faire, ce que j'ai mis aussi dans les textes Révolte métaphysique d'un jeune Congolais, c'est les défis lancés à la puissance illuminatrice de la raison. Voilà le mot de la fin. Voilà, c'en est donc fini avec vous, Guillaume Manjolo, et ainsi qu'avec tous les auditeurs pour ce moment de conférence ininterrompu. En tout cas, c'était un moment de plaisir parce que j'ai vu, malheureusement, moi je me suis pas très retrouvé parce qu'il y avait trop de juristes aujourd'hui, trop d'avocats, estimés confrères, mais bon, très prochainement, je crois que Guillaume Manjolo fera un effort de faire participer tout le monde. C'était bien quand même à la fin parce que vous avez quand même parlé un peu lingala pour interagir avec Monsieur Patrick. Je le ferai le plus souvent possible. En tout cas, ça sera une bonne chose. Voilà, c'en est donc fini. Portez-vous bien et bonne suite de programme. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le suivre en direct, sachez que la rediffusion, c'est à 23h15, juste après la grande édition du journal, la toute dernière d'ailleurs de la journée. Interaction continue. Moi, je vous retrouve vendredi, mais demain, c'est avec Ariane Mboum. Radio 50. Interaction. Jérémy Kitori.